À 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Antonin Bergeaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prix du meilleur jeune économiste 2025, professeur associé à HEC. François Bayrou a donc essayé d'alerter sur les finances publiques, expliquant à quel point on était dans une situation gravissime, tenue par le poids de notre dette. Il a comparé hier la soumission à la dette à la soumission par la force militaire. Est-ce que vous partagez son constat ? Je pense que c'était important d'être peut-être un peu alarmiste parce que le discours jusque-là était plutôt assez calme sur la dette, alors qu'effectivement le déficit est quand même assez important, assez préoccupant. On a des marges budgétaires qui sont nulles pratiquement, et ça fait très longtemps que quand on enseigne, par exemple, moi j'enseigne la dette à mes étudiants, on leur explique bien que quand la dette est détenue par d'autres pays, en fait vous avez des contraintes budgétaires sur lesquelles vous n'avez pas trop la main parce que vous êtes dépendant des taux d'intérêt par exemple, et vous vous mettez une contrainte sur votre capacité à choisir votre budget qui est parfois délirante. Si les taux d'intérêt montent, on est obligé de trouver de l'argent. On est en train de vivre cette situation chaque année. Et donc, de ce point de vue-là, on peut parler d'une sorte peut-être de perte de souveraineté, au même titre que ce que vous avez décrit, le militaire. Maintenant, peut-être il était très alarmiste, un peu volontairement. On a à un moment parlé du FMI, on est allé un peu loin dans les menaces. C'était peut-être aller justement un peu trop loin, peut-être que ça a fait peur aux gens. Et le problème, c'est qu'on a besoin effectivement de rassembler pour trouver les économies qu'il faut faire, qui sont quand même substantielles. Il va falloir faire des plans d'économie sur plusieurs années. Pour ça, on a besoin de rassembler. Donc, effectivement, être très alarmiste, c'était peut-être une stratégie pour réveiller les gens, mais peut-être que justement, c'est aller un peu loin. Mais comment on fait pour rassembler ? Parce que vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'il faut baisser la dépense, ceux qui pensent que c'est une question de recettes et donc il faut taxer plus pour augmenter le niveau de recettes de l'État. Comment on sort de ce clivage ? Alors là, on est particulièrement coincé aujourd'hui, donc c'est compliqué de voir à très court terme comment sortir la situation. Je pense que quand on parle de la dette et en fait du taux d'endettement, c'est-à-dire la dette sur PIB, parfois on oublie de penser que ce qui va compter sur la valeur du déficit qu'on doit viser, c'est la différence entre la croissance et le taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est dans cette situation parce que la croissance est inférieure au taux d'intérêt réel. Ça veut dire qu'en fait, le déficit qu'il faudrait viser, c'est un déficit primaire, donc on enlève la dette de zéro, ou même pratiquement un surplus. C'est quelque chose de très difficile, on en est extrêmement loin, c'est-à-dire qu'il faudrait vers 3% du PIB d'économie. Si on avait un peu plus de croissance, ne serait-ce qu'un point de plus, ce qui est beaucoup, mais au regard de ce qu'on a connu dernières années, pas énorme, on serait en fait à un objectif de déficit qui serait largement tolérable. Donc peut-être que plutôt de se focaliser sur ce qui est un peu l'urgence, malheureusement, comment trouver 20, 30, 40 milliards chaque année, il faut aussi en parallèle se dire comment est-ce qu'on fait pour revenir à 2,5% de croissance. Et comment on fait ? Je sais que vous n'êtes pas parmi ceux qui pensent qu'il faut augmenter la productivité et travailler plus. On a déjà eu ce débat sur ce plateau. C'est pas votre trame principale. Non, je pense pas qu'il faut travailler plus. Enfin, alors, c'est-à-dire que je pense que la marge la plus facile à lever rapidement, c'est travailler plus. Donc peut-être qu'à court terme, il faut faire ça. C'est pas quelque chose que je trouve très positif du point de vue de l'histoire économique. Mais bon, si on veut dégager du PIB rapidement, décaler l'âge de départ à la retraite, encourager les gens à travailler, remettre les inactifs au travail, c'est quelque chose d'assez efficace, c'est assez rapide. Maintenant, politiquement, c'est très compliqué, mais en tout cas, économiquement, c'est rapide. Ensuite, relancer la productivité, c'est-à-dire l'autre vecteur de la croissance, ça, c'est plus long. L'avantage, c'est que ça a des effets qui durent plus longtemps. Donc, si on le fait maintenant, alors ça prend du temps. Donc, ce ne sera peut-être pas pour le gouvernement qui va arriver, peut-être ce sera pour le suivant. Mais ça reste, ça fait des effets sur la croissance. Et encore une fois, si on a, ne serait-ce, je dis 2% de croissance, ça paraît peut-être énorme. Aujourd'hui, on est à 1. Mais même si on avait la moitié de ce chemin qui était fait, on respirerait un peu plus. Et comment vous relancez la productivité ? Alors, pour relancer la productivité, il y a des choses assez concrètes à faire sur l'éducation. On a un niveau d'éducation qui baisse, et en fait, ça paraît un peu déconnecté de ce qu'est le PIB, la croissance, mais on a vraiment un énorme ensemble d'études économiques qui montrent que relativement rapidement, quand on relance le niveau d'éducation, c'est facile à dire, mais il y a des choses, des marges de manœuvre qu'on a. On a des effets très rapides sur le PIB. Et par exemple, un vecteur que Xavier Jaravel évoque souvent, parce qu'il l'a aussi montré dans sa recherche, c'est d'amener plus de femmes, plus de jeunes filles vers des carrières scientifiques. On a un déficit qui est très, très clair. Alors, c'est pas que en France, c'est un peu partout. Et on peut chiffrer à pratiquement 1 point de PIB par an le résultat d'une politique réaliste d'amener plus de femmes dans les carrières scientifiques. C'est plus de femmes qui gagnent plus d'argent aussi, ça permet aussi. Qui gagnent plus d'argent, qui font des carrières différentes. Et c'est qu'un exemple, on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous êtes le
meilleur jeune économiste 2025, ce qui vous place dans les jeunes, évidemment. On a eu ce combat des générations relancé par François Bayrou avec cette histoire des boomers, avec l'idée qu'ils ont les logements, qu'ils ont les capitaux, qu'ils ont une retraite confortable. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour lutter contre ce conflit générationnel? Est-ce qu'il faut faire circuler les capitaux? Est-ce qu'il faut faire circuler l'immobilier? Qu'est-ce que vous préconisez? L'immobilier va circuler un peu mécaniquement. Il va y avoir quand même un transfert massif par de l'héritage dans les prochaines Mais vous héritez, années. Vous avez 60 ans, quoi. Voilà, donc ça ne va pas aller à la génération qui en a peut-être le plus besoin. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire autre chose que justement de laisser cet héritage transférer de la richesse. Peut-être qu'on peut trouver des dispositifs pour sauter une génération, mais enfin la génération qui est derrière les boomers, elle n'est pas particulièrement... elle n'est pas aussi riche justement que la génération des retraités aujourd'hui. Moi, je pense que... déjà, François Bayrou a eu quand même le mérite de mettre ce débat sur la table, parce que c'est un débat qui restait quand même dans des cercles un petit peu fermés, mais qui est quand même quelque chose quand on se compare aux autres pays, c'est vraiment là-dessus qu'on voit la France ressortir comme un cas particulier. C'est le poids des retraites, le fait que si on regarde quelle est la part de la population, la génération qui consomme le plus dans tous les pays, c'est la génération X, donc les gens qui ont 50 ans à peu près, sauf en France où c'est les boomers. C'est le seul pays, et je parle vraiment du monde entier, hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même très spécifique. Alors évidemment, il y a des cas particuliers. À chaque fois, on ressort toujours les exemples, et il ne s'agit pas de dire qu'il faut aller matraquer les retraités. Je pense que c'est vraiment c'est contre-productif de dire ça. Mais peut-être juste faire de la pédagogie sur ce qu'on entend par baisser les retraites. C'est pas baisser le montant nominal que les gens vont recevoir. On va pas prendre le montant de retraité et puis le réduire. On va moins l'augmenter, en fait. Donc, évidemment, les retraites sont indexées par rapport à l'inflation. Donc, vous préconisez de les désindexer? Moi, je préconise, en tout cas, de s'assurer qu'elles n'augmentent jamais plus que le revenu moyen des actifs, et peut-être même de les plafonner à un pourcentage du PIB. Aujourd'hui, la retraite, c'est 14% du PIB. On prévoit que ça augmente jusqu'à peut-être 17% du PIB. Donc, le PIB, ça augmente à peu près à la vitesse du revenu des actifs. Donc, on pourrait trouver ça normal, finalement, que les retraites n'augmentent pas plus vite que le PIB. Et se dire que, finalement, on a une enveloppe à redistribuer qui peut, au maximum, être peut-être 14% du PIB. Est-ce qu'il faut revoir la fiscalité sur la transmission des patrimoines pour, justement, que ça circule? Oui, possiblement. Après, je pense que les retraités qui veulent faire circuler leur patrimoine à leur famille trouvent des moyens de le faire. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un frein vraiment pour faire circuler le patrimoine. Je pense qu'on a aussi des politiques de logement qui, en fait, à mon avis, cristallisent un petit peu le débat générationnel. C'est-à-dire que les retraités aient des grosses retraites et que ça pèse sur le budget, c'est peut-être moins visible que le fait que, en fait, le logement aujourd'hui à Paris ou dans les grandes villes soit extrêmement tendu pour les jeunes, et qu'on voit bien que tous les gens qui possèdent l'immobilier sont des retraités qui sont par ailleurs, qui touchent des retraites qui sont plus élevées que le salaire moyen des actifs. Donc, à mon avis, c'est plutôt sur des politiques de logement un petit peu positive, enfin en tout cas volontariste, qu'on arrivera peut-être à rétablir une forme d'équilibre générationnel. Donc on peut faciliter la transmission peut-être, mais la transmission ça reste dans la famille, donc ça, en termes de redistribution, c'est pas forcément très positif. On peut aussi essayer d'accompagner les personnes qui sont retraitées pour quitter les zones tendues où il n'y a pas vraiment de raison de rester dans le centre de Paris, si ce n'est qu'on a effectivement tous les services publics à Paris. Donc là, il y a à nouveau une question d'égalité des territoires et essayer de convaincre, mais aussi par de l'investissement public, les personnes retraitées de quitter un peu les zones où les actifs gagneraient à s'installer. Il nous reste une minute. Si vous aviez un message pour le prochain gouvernement pour débloquer le pays, c'est quoi la mesure phare que vous metteriez en place? Alors, pour débloquer le pays, malheureusement, je ne sais pas. Je pense que pour le prochain gouvernement, moi, quel qu'il soit, j'espère qu'il arrivera à écouter les experts, en tout cas à comprendre que l'économie, c'est une science compliquée, il y a des choses qu'on ne sait pas, on se trompe, il y a des choses qu'on sait, et notamment quand on fait du budget, il y a une forme d'arithmétique qu'on ne peut pas contredire. Et j'espère qu'il continuera, malgré tout le travail de pédagogie qui est fait en ce moment, d'expliquer qu'on s'est un peu mis dans cette situation, on est un peu coincé. À court terme, on va devoir faire des choix qui sont difficiles, mais c'est pour se sortir de cette situation à moyen terme. Merci beaucoup, Antonin Bergeaud, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.